l'heure du passage. Il est minuit et quelques dizaines de minutes. On est le 10 février. Il faut bien en convenir, il faut bien accepter ce comptage qui nous conduit vers quelque part. Compter les jours, ça sert à quoi? Compter les mois, compter les années et autres durées. À quoi ça rime tout ça? Alors, il s'agit d'entamer une nouvelle direction. Ainsi qu'on se met à parler de la nécessité d'un retournement. Alors, je ne sais pas quelle est la situation qui était la bonne. Faut-il retourner ce qui était dans une position inversée ou faut-il finalement inverser quelque chose qui se trouvait dans une position normale, dans une position comment dire courante. Ainsi qu'il faut se retourner contre le courant des choses, donc contre le courant dans les choses, les attitudes, les pensées, les gestes, les signes, les symboles, les références, les croyances, les partis pris, les principes, les approches, les paradigmes, les lois, les conduites, toutes sortes de choses dont nous sommes à l'origine ou auxquelles finalement auxquelles nous pourrions quelque part des choses dans lesquelles nous sommes partie prenante. Ainsi, la tentation du vide. Elle a deux sens. Elle a un sens littéral et puis elle a un sens métaphorique. C'est obligé. La tentation du vide. C'est quelquefois physique. Ça vous prend. Vous êtes attiré par le vide. Il y a un appel du vide. Vous le ressentez en vous physiquement. Vous avez envie de rejoindre le sol. Oui, vous êtes dans une position qui n'est pas naturelle. Votre dimension, c'est d'être en contact avec le sol. Dès qu'on s'élève, on est dans une sorte d'attitude pas naturelle. Je fais pour marcher sur la terre, ferme et n'avoir pas de crainte de tomber de quelque hauteur que ce soit. Ainsi donc, comme s'il y a une force, je pourrais dire, de gravité, une force, une loi universelle qui veut que mon corps, que rejoigne et de nouveau s'implante, plante ses pieds dans la terre qui lui a servi du support dès le départ. Bon, là, on rentre un peu dans la métaphore de la terre-mère. On sait que ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. Il y a une sorte de transfert. Il y a le transfert de la matière venant de la terre vers le corps de la mère. Et à ce moment-là, la mère nous transmet cette partie ou cette chose issue du corps de la terre. Évidemment, la terre, le soleil, cela
comment dire, cela est dans une sorte non pas de symbiose, mais dans une sorte de collaboration, peut-être indirecte. Voilà, donc il y a des deux éléments. Il y a une partie qui vient du sol et une partie qui vient finalement d'en haut du soleil, appelé quelquefois aussi sol. C'est paradoxal, enfin, c'est un peu bizarre que voilà, donc le sol et le sol, voilà. Dans le mot soleil, il y a sol, évidemment, et on retrouve sol peut-être dans des langues comme l'espagnol ou je sais pas. En tout cas, peu importe la question des noms, peu importe. Je vais essayer de rompre avec le mot, justement. Il y a une chose qui est devenue comme si le fin du fin, c'est d'aller rencontrer les mots. Les mots, je n'ai aucune finalement considération pour les mots en tant que tels. C'est par leur capacité à faire passer des messages, à interpréter, à présenter, à expliquer, à donner, à procurer un éclairage, à apporter une sorte de précision, permettre de nuancer un jugement. Donc, les mots, faut parler beaucoup de mots pourrait faire croire que l'on fait une sorte de jeu. C'est un jeu de langue, c'est un jeu de sémantique, c'est un jeu, voilà, c'est pas plus que ça. Il s'agit de la réalité, il ne s'agit pas d'un jeu. Il s'agit d'avoir une sorte de décrire le rapport qu'on a au réel. Ce rapport est malheureusement complexe. On aimerait bien avoir un rapport, tout ce qui est de plus simple et direct, pas de louvoiement, pas de complications, pas de complexité même. Ça une image un peu idyllique, une image un peu paradisiaque. J'ai besoin d'une matière, je vais à la source et je prends la matière. Je ne passe pas par l'usine de transformation, par l'acheminement, par tout le processus complexe et qui permet d'amener à soi un produit sans passer par les intermédiaires. Je suis là comme cette personne à laquelle quelquefois je pense et qui n'est plus avec nous. Elle m'avait dit, elle était une fois dans une montagne et puis elle a aperçu un troupeau de chèvres. Elle est allée courir vers le berger et lui a demandé du lait de chèvre frais. Donc, elle a été servie directement du pied finalement à la bouche, aux lèvres, directement. Je ne sais pas comment, ce que ça peut donner la rencontre avec cette matière. Je sais que le lait de chèvre est assez particulier. Il demande une certaine pratique. C'est réservé à des habitués un peu. C'est une histoire de rencontre qui quelquefois se passe pas bien. Avec le lait de vache, il n'y a pas de surprise. Et voici donc quelqu'un qui passait par les intermédiaires et là, il a complètement fait disparaître les intermédiaires. On aimerait avoir un rapport au réel qui soit sans intermédiation, sans relais, sans passer par un facilitateur ou un autre. J'ai besoin de quelque chose, j'en formule le besoin et la chose est devant moi. Un peu comme dans cette histoire de évidemment
qui ne nous fait poser aucune question dans cet univers fictionnel du Star Trek, et dans lequel il y a évidemment l'apparition d'un produit qu'on aurait sélectionné sur une liste, et voilà, le produit prend forme de façon presque immédiate. Il apparaît venant de nulle part. Voici un produit tel qu'on le connaît, avec toutes ses particularités propres en termes de couleur, en termes de texture, en termes de goût, en termes de parfum, en termes peut-être même de temporalité, si le produit doit être vieilli ou pas, pour qu'il soit vieilli, pour qu'il soit apprécié à sa juste valeur. Ouais, ainsi donc la tentation du vide. Il y a toujours un désir de conquête d'un autre largement hypothétique. Il n'y a pas d'autre de l'autre côté. En tout cas, je n'en ai pas rencontré. Il n'y a pas d'autre. Il y a un soupçon. Je soupçonne l'existence d'un autre. Mais cet autre, je ne peux que l'imaginer. Je n'en ai aucune preuve. Ça peut être une machine qui déclenche ces enregistrements. Voilà, une machine qui décide aléatoirement d'aller visiter telle ou telle vidéo. Et donc, moi, je me fais entuber quelque part, puisque je crois que c'est un être humain. Or, c'est une machine. Voilà, et l'être humain machine, et non pas l'animal machine. L'être humain aussi est une machine, bien entendu. Machinalement, il fait le geste d'appuyer. Machinalement, il arrête le défilement machinalement. Et dans ses habitudes, décidément très courantes, et décide dans sa superbe et dans toute la puissance dont elle s'est investie, il décide que cet enregistrement n'a pas ses faveurs. Que ce discours ne représente rien pour lui, n'a pas de signification, n'a pas d'intérêt, n'a pas d'utilité, n'a pas de fonction. N'a pas de fonction. En tout cas, c'est la capacité que permettent ces prises de parole, la capacité de prendre de la distance. Évidemment, il y a un exercice qui est un peu malaisé, dans le sens où on va se saisir de quelque chose ou de quelqu'un, peu importe, et on va l'intégrer dans un contexte, dans une série de situations, sans lui demander son avis. Je m'en fiche. En fait, il faut le dire très vite. Je n'ai pas à demander, je n'ai pas à obtenir l'autorisation de quiconque. Là, il y a une chose comme ça. Voilà, on fait ces choses-là sans attendre de recevoir l'aval d'un tel ou d'une telle. Simplement, il y a toujours ces choses qui sont là, et comment dire, je fais un petit travail de mise au point, et alors
Donc la tentation du vide. Alors faire le vide, c'est-à-dire introduire un élément, c'est-à-dire tout disqualifier, tout repousser, tout annuler, tout annihiler. Il n'y a plus rien qui tient. C'est paradoxal et c'est un peu embêtant parce que on dit ça avec la langue qu'utilise tout le monde, la langue qu'on avait hier et qu'on va devoir utiliser aujourd'hui. Il n'y a pas réellement de possibilité de négation. Il n'y a qu'une sorte d'illusion, une sorte de comme ça de menterie en se ment à soi-même. Mais il est quand même nécessaire, malgré les précisions d'usage, il est nécessaire de prendre de la distance. Il y a des choses qui doivent être faites. Il y a des adieux qui doivent être définitifs. Simplement, il y a des choses qui sont devenues surnuméraires et n'ont plus aucune fonction. Ils ne servent à rien, sauf à créer de la confusion. De nouveau, il y a un élément très ancien qui est revenu un peu sur le devant de la scène et dont il faut tenir compte. Mais pourquoi faire? Tenir compte de quoi? Alors, quand on a des contradictions qui n'ont pas été réglées, qui n'ont pas été aplanies, et de nouveau on ajoute la contradiction nouvelle à la contradiction ancienne, et à quoi cela peut-il servir? On sait ce qu'on cherche, on sait ce que l'on attend, et ce qu'on attend ne pourra pas l'obtenir. On ne pourra pas l'obtenir dans ce monde, dans cet état de choses, dans ce contexte, dans cette langue, dans cet état, dans ce corps, dans cet esprit, dans ces mécanismes, dans ces routines, dans ces limites. Je suis trop limité pour pouvoir envisager de trouver de nouvelles manières d'exister. Je n'en ai pas la capacité. Je ne sais pas ce que je raconte. Il y a un truc que j'ai inversé, je ne sais pas où. En tout cas, simplement la tentation du vide, comme la tentation du néant, comme la tentation du reniement, comme la tentation de l'expulsion, comme la tentation du rejet. Je rejette parce que fondamentalement, à la vie, je n'arrive pas à construire le rapport à la vie tel qu'il m'apparaît, tel que cela peut m'apparaître satisfaisant. J'arrive pas à construire un rapport avec la vie de façon à ce que cela puisse m'apparaître, le rapport avec la vie qui puisse me permettre de me sentir en satisfaction. Il y a toujours une sorte de malfaçon. Quoi que je rajoute, quoi que j'essaie de corriger, quoi que quelles que puissent être mes interventions, quand le soubassement n'est pas fait finalement selon mes spécifications, je n'apporte finalement que des retouches, que des corrections superficielles. J'agis sur l'aspect superficiel des choses et moi je veux accéder au cœur des choses, pouvoir changer la fonction première et originale des choses. Je veux changer la fonction des mots, le destin des mots. Je veux changer mon destin de façon totalement
totalement nouvelle. Je veux me redessiner. Je veux me reformer. Je veux apparaître dans un autre corps, dans une autre dimension, dans un autre rapport aux choses. La tentation du vide, la tentation de tout effacer. On efface et on recommence. On efface et on ne recommence pas. Il y a de fortes chances pour que le recommencement ressemblasse, si je m'exprime comme il faut, il y a des chances pour que cela ressemble au précédent. On quitte un corps pour venir habiter un corps plus ou moins de la même composition. Je veux pouvoir accepter les choses quand je veux, quand cela me plaît, ou quand cela pourrait me plaire. Je ne veux pas dépendre de telle ou telle chose. Respirer me coûte. Respirer apparaît inutile. Respirer est une chose que je m'impose, sans évidemment y penser. C'est un exercice qui se passe de mon autorisation, qui se passe de mes réticences ou de mes critiques ou de mes... Ça se produit machinalement encore, ça se produit mécaniquement encore, la machine, l'aspect machine. Alors, voici comment une proposition telle que celle-ci, la tentation du vide, est un peu compliquée. C'est vrai que je viens d'ingurgiter une quantité de légumes, que ça peut agir sur ma capacité à habiter cet instant. Parmi les signes de la vieillesse, c'est le rapport à la digestion. Et en fait, le processus de digestement, je ne sais pas comment, si c'est impose un ralentissement et même un endormissement. Ainsi que l'opération est tellement coûteuse en énergie, tellement qu'elle nous impose de ne rien faire d'autre. Ainsi que je me sens ralentir ou ralenti par cette opération mécanique d'assimilation des aliments, de la réduction des aliments à une sorte d'état susceptible, à une sorte de dimension, un état susceptible d'être un état qui leur permet, qui leur permettrait d'être assimilés. Il faut passer par, il faut passer par une sorte de dégradation, une sorte de décomposition de la matière. Et la matière qui était dans une forme doit finalement s'éparpiller, éclater et se fragmenter presque jusqu'à des finalement jusqu'à des dimensions, je ne sais pas, difficiles à imaginer. Il est difficile à imaginer le processus qui se passe, par exemple, à l'intérieur de moi-même en cet instant. Il y a là des mélanges. Alors, une carotte se retrouve au voisinage d'un morceau de pomme de terre et voilà, ou d'un morceau de navet ou quelque chose comme ça. Et ça baigne dans un liquide qui était le bouillon, qui était le liquide de la soupe. Et voici que cette chose-là
passer de la marmite, passer à l'assiette, puis passer à l'estomac, et c'est en train d'être tout cela, et retourner, tout cela va finalement mijoter d'une autre façon, va subir une nouvelle cuisson, une nouvelle... simplement, donc, je dois tenir compte de mon corps, comme je dois tenir compte de mon contexte spatial, de mon contexte, de tous mes contextes adjacents. Voilà, donc je suis là et il y a comme une sorte de concurrence avec la parole. Je cesse d'utiliser le mot, je dis la parole, est un peu, dans un certain moment, cela pourrait ressembler à une sorte de concurrence, à une sorte de prise de pouvoir semblable à celle qu'ont les dieux. Je parle de cette parole qui fonde le monde, la parole qui décide du destin du monde, ou qui voudrait évidemment destiner tout cela, et dans une sorte de désir qui ne peut s'accomplir. On est dans l'envie de réaliser, de se réaliser. Au-delà de nos petits horizons, ces petits horizons qui nous limitent et qui nous réfrènent dans nos élans vers l'émancipation réelle, l'émancipation terminale, l'émancipation définitive, l'émancipation ultime. On échapperait au pouvoir, à tous les pouvoirs, à toutes les contraintes, à tous les compromis, à tous les arrangements. On serait purement libre, purement auto réalisateur. On réaliserait notre propre destin. On serait le seul responsable de l'évolution ou de l'involution, peu importe. On voudrait régresser, on va faire en sorte que cela se produise. Alors, donc la tentation du néant, c'est peut-être aussi une tentation d'une régression qui serait d'un tel... qui serait assez dense, assez donc la tentation du vide. C'est vrai, il y a des choses qui me gênent. Il y a une sorte de, je ne peux pas dire fausse note, mais il y a un autre son. Ce son vient se mélanger avec mes sons à moi. Et ça crée des discordances, ça crée des dissonances. Je peux supporter sa dissonance venant de toi. Je ne peux supporter que tu puisses apporter une sorte de divergence. Voici un motif que je n'ai pas envie d'entendre. Tu joues bien, tu es magnifiquement, tu exécutes très bien, mais je ne veux pas. Je ne veux pas m'encombrer de ton talent, de ta maestria. Je ne veux point entrer en résonance avec cela. Ça ne m'intéresse pas. Je veux juste
écouter mon propre monde, qui est le mien, le seul et l'unique. Ce monde dans lequel j'entends les échos de mes pensées, de mes bruits, de mes assonances et de mes dissonances, tout, la totalité du possible. Et c'est moi qui produis, et c'est moi qui consomme, et c'est moi qui dirige tout cela. Et c'est moi à l'origine de toute, de tous ces réels, de toutes ces apparitions, de toutes ces matérialités. La tentation du vide, c'est un espoir de trouver une manière d'obtenir de la distance, cette distance salvatrice. Je veux cela parce que ça me protège. Ça me protège de toi, ça me protège de toi, d'un autre, peu importe, ça me protège de vous. Car ma quête n'est pas la vôtre. Car mon monde n'est pas le vôtre. Vous avez votre monde et j'ai le mien. Et je ne vois pas de raison qui me pousserait à vouloir m'adjoindre à vous, à vouloir participer du même monde. Nous avons des mondes séparés. Et je ne suis pas prêt d'abdiquer finalement de mon autonomie et de ma souveraineté sur mon monde. Je ne cherche pas à obtenir toutes les vérités. Je ne cherche pas à obtenir la meilleure des vérités. La plus parfaite, la plus pertinente, la plus fine, la plus aboutie. Non, je cherche uniquement ma vérité. Si j'y arrive, cela est mon souci à moi. Ceci est ma préoccupation à moi. Ne vous en mêlez pas. Ce n'est pas votre affaire. Je cherche ma vérité. Ou même, je cherche mon aveuglement. Ça ne regarde que moi. Je cherche à être aveuglé. Je cherche à me noyer dans le fatras de mes pensées. Je cherche à entrer en confusion. Je cherche à entrer dans une sorte de sommeil, dans une sorte d'enlisement. Je veux me retrouver les pieds et les mains plongés dans la glaise plongée dans les sables mouvants de ma propre déchéance. Je suis un être déchu, je le réclame pour moi. Ma déchéance ne ressemble à aucune autre. Je suis un être déchu et je m'en vante. Cela est mon destin. Ceci est mon destin. Cela est mon état. Et j'en changerai pour rien au monde. Non, je ne ferai pas de gestes, je ne ferai pas de pas vers toi. Je ne ferai pas de mouvement pour te sauver, même si je te voyais partir à la dérive. J'ai beaucoup à faire avec ma dérive mienne. J'essaie d'atteindre ma terre à moi, mon continent des rêves, mon continent, le continent qui répondra à mes attentes,
qui me fournira en denrées rares, en substances exotiques, en matière inconnue de moi, en paysage jamais vu auparavant, en peuplades toutes aussi étranges les unes que les autres. J'ai à faire mon propre voyage, sur ma propre mer, dans mon propre navire. Je fais mon voyage sans équipage et je prends le temps qu'il faut. J'arrive ou je n'arrive pas, cela m'importe peu. Je pose le pied sur ma terre nouvelle ou pas, cela ne regarde. Cela n'est pas important. Arriver n'est pas important. Car après tout, mon monde est déjà dans ma tête. Dans ma tête, il y a mes continents. 6e, 7e, 8e, et ainsi de suite, et jusqu'à l'infini. J'ai des continents à l'appel. J'y pose mes pieds quand j'en ai envie. Chaque fois que je suis tenté d'aller jeter un coup d'œil, d'aller respirer un nouvel air, d'aller goûter à quelque chose de particulier, je fais venir le continent correspondant et j'accède ainsi à ce qui pourrait m'apporter volupté et satiété. Voici donc la tentation du vide. Et c'est marrant de voir comment la voix, après un échange qui a eu lieu dans l'après-midi, un échange. En tout cas, j'ai pu remplir ma bouche avec des mots de toutes sortes. Et là, je me retrouve dans une maîtrise des consonances, une maîtrise des voyelles. Je parle clairement, sans faiblesse et sans douceur extrême. Je n'ai pas la voix basse, la voix dans l'infra. J'ai une voix relativement équilibrée. J'ai un accent qui me convient. Là, j'ai un accent équilibré. Je ne cherche pas à obtenir un accent qui serait celui d'un maître étalon. Non, je ne cherche pas. Je ne cherche pas un accent particulier. Je cherche surtout à être dans une sorte de fermeté, une sorte de solidité, une sorte d'assurance dans le temps et dans l'énonciation. Ça m'aurait aidé de voir que quelqu'un est en train de m'entendre, est en train de m'écouter. Ça m'aide. Ce qui manque, c'est finalement, pour que cet exercice soit enrichissant, soit dynamique, c'est le retour. S'il y avait des retours, cela me donnerait des ailes et constituerait pour moi une sorte de stimulant à nul autre pareil. Seulement, ça ne marche pas. C'est toujours un exercice d'un seul côté. C'est moi qui me contine mes mots et finalement, je ne sais pas ce que cela peut procurer à d'autres. Je n'en ai
aucune idée. De l'autre côté, ça reste silencieux. Ça parle pas, ça témoigne pas, ça dit pas qu'il faut corriger une chose ou apporter un peu plus de clarté à une autre. Voilà. Donc la tentation du vide. Il y a un moment où, pourquoi pas, s'installer dans la position d'un philosophe. Après tout, la philosophie, ce n'est pas quelque chose d'institutionnel. Ce n'est pas le résultat d'une formation. On ne produit pas des philosophes à partir d'un cursus, à partir d'un cours, à partir d'une finalement d'un savoir. C'est soi-même qui doit le sentir quand c'est le moment. Je me rappelle cette histoire qui date de mon enfance, mais qui est évidemment importante. C'était quand une personne sentait qu'elle avait le don de la voyance. Elle organisait une nuit de transe. Elle faisait appel à un groupe chargé de produire, chargé de diffuser la musique qui produit la transe. Et donc elle pouvait passer de l'autre côté. On sait que les voyants, c'est des êtres à part. Ce sont finalement ceux qui se mettent à la place des autres, qui essaient d'anticiper le désir de l'autre, ceux qui se mettent dans la peau de l'autre, ceux qui, on pourrait parler de la pitié, on pourrait dire ceux qui disent des choses, même si quelquefois ces choses-là ne sont pas comprises de tout le monde. Il faut quelqu'un pour interpréter. Mais accéder au statut de la voyance, au statut de voyance, c'est accéder au monde des mystères. Il faut pour cela une cérémonie, un rituel de passage. Alors, l'autre chose, c'était un autre type de passage, un statut autre, un saint, le saint. Le saint, c'est quelqu'un qu'on fréquenterait et dont on ne se rendrait pas compte de cette sainteté. Un saint, c'est quelqu'un qui est justement, qui ne le sait peut-être même pas. Un être discret, un être a priori ressemblant à tout le monde. Puis, 3 jours avant sa mort, il commencerait à réaliser des miracles. On sait que le miracle, là aussi, ce n'est qu'une métaphore, ce n'est qu'un moyen pour parler du monde de l'informulé qui devient du monde de la chose espérée qui devient réalité, la chose hypothétique qui prend corps, qui prend forme, qui se manifeste dans le monde des vivants. Un miracle, c'est une science de l'impossible. Nous sommes tous désireux de réaliser l'impossible. Et si par miracle, nous avions accès à des gens qui seraient peut-être compétents dans ce domaine-là, nous serions très heureux de pouvoir nous servir de leur savoir ou de leur talent. Voilà, donc il y a des gens dont le talent ne se révèle que peu de jours avant leur mort. Donc malgré eux,
Ils sont intronisés, saints. Ils acquièrent une dimension supplémentaire parmi les dimensions dont peut se prévaloir un être humain, accéder à la sainteté. Mais c'est une charge lourde, c'est une charge trop difficile pour pouvoir l'exercer à longtemps. 3 jours, et cela vous tue, et cela vous achève. 3 jours de sainteté, c'est le maximum que l'on puisse soutenir. Alors s'il faut 3 jours de sainteté, moi je demanderai 1 jour ou 1 heure de philosophie, 1 heure de sagesse pénétrante, de séjour dans le monde, des réalités, de la dimension des miracles, de la dimension à laquelle on n'a pas accès tous les jours. On aimerait que la jonction entre les divers composants de l'existence puisse se réaliser. Ainsi, on aurait accès à une compréhension globale. Ainsi, on aurait accès à une sorte de vision complète. On verrait le monde tel qu'il est, dans sa diversité et dans son étendue. On le verrait comme si il s'était réduit à une dimension, à la portée de nos sens. Le monde, aussi immense qu'il puisse être, le voici réduit à 1/1000 du milliardième de sa surface. Et ainsi même, évidemment, tout devient minuscule, mais quand même, on voit un peu, on a accès directement à ce qui nous était caché, occulté. On peut le supposer, on peut l'espérer. Ainsi donc, moi, est-ce que je pourrais m'introniser penseur, producteur de questions, promoteur d'une sorte d'instabilité, une sorte de la nécessité de nomadiser, la nécessité de rester mobile et de ne pas se fixer dans une interprétation ou une autre. Un rapport réel n'est qu'une sorte de compromis, et tout compromis est destiné finalement à faiblir, à perdre de sa pertinence, attaqué par toutes sortes de réalités dites objectives ou peu importe, ou même subjectives, ainsi tout concourrait à abattre, à faire chuter les constructions qui étaient à l'origine prévues pour ne pas durer. Aucun culte ne tiendrait plus que nécessaire. C'est le culte qu'il fallait pour cette année, pour cette saison. On s'en débarrasse, puis on passe à un autre culte. On passe à une autre puissance. Ainsi, voici comment l'on peut se mettre à parler. D'ailleurs, c'est toujours la question
de la légitimité ou de finalement la légitimité de se présenter d'une certaine façon et de s'autoriser et de se réserver un traitement à soi. Se réserver un traitement qui améliorerait peut-être notre statut. Quoique il n'y a pas réellement d'amélioration. On est, comme dirait l'autre, comme le Christ qui a lavé les pieds de ses disciples, les pieds des apôtres. Voici un geste qui dit beaucoup de choses. J'ai peut-être du savoir, ou j'aimerais avoir du savoir, mais sans jamais quitter mon statut, celui peut-être du modeste parmi les modestes, du premier parmi les plus nécessiteux. Je suis toute humilité, je suis particulièrement, je tiens à rester pauvre et démuni de tout. Je ne cherche à rien posséder. Même mes vérités, je ne les possède pas. J'aimerais y avoir accès provisoirement. Juste, j'ai demandé une journée. Une journée. Et puis, voilà, je passerai le relais à quelqu'un d'autre. Sûrement, il y a d'autres sur la liste d'attente. Alors, s'il y a quelqu'un de plus prioritaire que moi, je cède mon tour, bien entendu. C'est évident. La tentation du vide, c'est difficile de rendre justice à ce propos qui est un propos magnifique, un propos vraiment très inspirant. Évidemment, la tentation de la table rase, qui est aussi une sorte juste de désir, qui n'a aucune relation avec la réalité. Se renier est une chose impossible. Finalement rompre d'une façon fondamentale, d'une façon totale, n'est pas possible. On est physiquement dans l'incapacité de le faire. Nous sommes reliés à nos états antérieurs. Nous sommes reliés à nos histoires passées. Nous sommes reliés à nos récits d'avant le besoin de rupture. Et puis l'on revient de la rupture, comme l'on revient de toutes sortes de choses. Hier, je croyais, j'avais foi dans une chose. Et finalement, ma foi s'est mise à faiblir. Et j'ai perdu la foi. Et j'ai perdu la foi en moi-même. Et j'ai perdu la foi en mes désirs. Et j'ai perdu la foi en tout ce que je peux entreprendre. Il n'y a pas d'entreprise possible. Il n'y a pas de projet. Se défaire pour finalement, quelque part, je pourrais continuer dans cette paradoxalité, se défaire de tout pour tout posséder. Posséder symboliquement. Quand on peut dire à un moment donné, les choses, on croit les posséder, mais ce sont elles qui nous possèdent. Nous sommes dépendants vis-à-vis de nos objets. Nous sommes
dépendants vis-à-vis de choses qui font notre environnement de tous les instants. Sans elles, nous serions dans un sentiment de vide, un sentiment de manque. C'est trop vide autour de moi. Hier c'était plein et aujourd'hui il n'y a plus rien. Au moins quand je pars dans cet espace, il n'y a pas de réverbération. L'espace est plein. Alors ça absorbe les sons. Imaginons que je vide tout cet espace. Je vais être frappé par les sons qui me reviennent, les ondes qui me sont retournées. Donc, je continue sans réellement être en capacité de posséder ou d'avoir une quelconque maîtrise du sujet. Mais je prends la maîtrise. Bien entendu, tout ce travail est basé sur la maîtrise, sur la prise de risque totale. Il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas d'aide-mémoire, il n'y a pas d'éléments préparés. Il y a juste à se lancer. Alors, quelquefois, on se lance et puis on rencontre ce que l'on était venu chercher. Et d'autres fois, on est dans quelque chose dans laquelle on ne se retrouve pas. Les choses semblent venir difficilement. Ça ne se lance pas. Il y a comme une sorte d'arrêt. Les choses sont à l'arrêt. Les idées sont à l'arrêt. Les choses que l'on pourrait dire sont absentes. Alors le phénomène de l'absence, ça rejoint le phénomène du vide. Il y a du vide en nous. Il y a du vide, même quand on peut parler du vide de façon un peu comme ça, intellectuelle, mais il y a du vide. Il y a plein de vide. C'est vrai que je n'ai cessé de parler du vide dans la mémoire, du vide dans le corps, mais il y a peut-être d'autres sortes de vide. Mais je n'ai pas encore pu y avoir accès à toutes, et j'ai pas pu les compter, j'ai pas pu finalement les approcher. Toutes ces manières, toutes ces façons de montrer et du vide, de représenter ou de présenter un état de vide. Je suis traversé par un vide. Je suis traversé par des choses qui n'ont aucune matérialité. Ça passe et je ne sais même pas si j'ai reçu une quelconque impression. Quelquefois, on a l'impression d'avoir quelque chose à côté de soi. Et là, il n'y a pas cette impression, il n'y a rien. Je suis entouré de vide. Alors, je pourrais ajouter un terme. Ça ne me coûte rien, un vide quantique. Un vide, encore un autre mot, un vide principiel, un vide essentiel, un vide
Je continue, un vide multidimensionnel. J'ai pas trouvé une sorte de rythme dans cette affaire, mais simplement, donc, il y a là comme un tableau noir et qu'il faut remplir avec un nouveau graphisme, de nouveaux signes. Et je n'ai pas toujours la main qu'il faut pour tracer ces nouveautés-là, pour les faire apparaître. Ainsi, les paroles, quelquefois, elles sont un peu en difficulté. Elles ne veulent pas se matérialiser. Donc, la tentation du vide, je suis heureux finalement que le vide par lequel j'ai commencé, l'appel au vide, finalement, soit aussi, ce vide-là soit aussi présent dans le corps même de ce texte. Un texte dans lequel il y a comme des sortes de trous qui ne suivent pas une logique particulière. Là, il y a du plein, et à côté, il y a encore du plein, puis d'un seul coup, on tombe sur du vide. On ne sait pas pourquoi le vide est là, et pas ailleurs. Ça fonctionne de façon illogique, de façon aléatoire, par hasard. Voilà, comme on lancerait une flèche et la flèche ferait un trou sans que l'on puisse décider de l'endroit où elle va taper. On lance, et puis il y a là toute une série de hasards et qui commencerait à finalement à approcher de l'état de la matérialité. C'était un hasard et pourtant c'est devenu quelque chose de réel. Le hasard peut prendre corps, le hasard peut s'incarner. Alors donc, simplement, il y a soi et le monde, on n'arrive pas à trouver la bonne articulation entre ces deux éléments. Je peux dire, moi je suis le monde. Il n'y aurait personne pour me le contester. Mon affirmation me suffit. Je n'ai pas besoin de l'adapter à un réel qui serait lui, un réel qui serait finalement une sorte de vérité qui s'imposerait à tous. Je peux nier à la vérité qui serait admise, qui s'imposerait à tous. Ceci n'est pas de la vérité. Ceci n'est pas la vraie face du monde. Ceci n'est pas la bonne réalité. Ceci n'est qu'une sorte de facticité. C'est factice tout cela. Ce n'est pas vrai. Ça n'a pas de densité. Ça fait illusion. Quand on s'en approche, on croit que c'est vrai, que c'est réel. On touche. Et ça a l'aspect du réel, ça a le toucher, ça a l'aspect du réel.
On goûterait même la chose et on dirait que ça paraît, la texture apparaît ressemblant à une autre texture que l'on connaît. Le toucher ne suffit point à renseigner sur la véracité de la chose. Car quand on veut tromper, on peut tromper tous les sens. Même les sens cachés, même les sens qui seraient des sens en plus. Oui, sixième sens, huitième sens, neuvième sens. Oui, tous ces sens-là seraient mis en échec. Parce que il est facile de duper un sens. Il est facile de lui faire croire à la tangibilité de quelque chose. Il croit parce qu'il a été formé à cela. Il a été habitué à accepter sans se poser de questions. Oui, la tentation du vide. Oui, en fait, ça pourrait faire ressembler à la tentation de la terre brûlée. Je ne laisse rien à mes ennemis. Je ne laisse rien à l'ennemi implacable et qui avance. La terre brûlée. Je me sacrifie. Je mets ma vie en danger pour finalement embêter mon ennemi, pour lui rendre les choses difficiles. Il n'aura pas la conquête facile. Il ne connaîtra pas la gloire, surtout le chemin. Un jour, il va s'arrêter par manque. Par manque de ceci ou de cela, par manque d'énergie, par manque de pièces de rechange, par manque de route, par manque je brûle tout, je ne laisse rien. Même les choses que j'ai mis longtemps à faire naître, à mettre en forme. Et il y a des choses dans lesquelles il y a toute ma science, toute mon expérience de l'existence. Il y a dans ces choses-là tout le savoir que j'ai acquis avec force, pénibilité. Oui, j'ai un savoir. Il est quelque part, il se niche quelque part, il est conservé quelque part, il est représenté dans une chose ou une autre. Vous devez trouver laquelle, mais je ne vous donnerai pas d'indice. D'ailleurs, je ne laisserai derrière moi que des décombres. Il n'y aura rien à se mettre sous les dents. Pas d'héritage, pas de succession. Je vous laisse devant le vide. Mon univers vide, cet univers vide qui a été le mien, vous allez y avoir droit vous aussi. Vous allez vivre avec vos interrogations, devoir vivre avec vos questions auxquelles vous ne pourrez jamais apporter de réponse. Car les réponses, je les garde pour moi, je les conserve en moi. Je n'en fais pas état. Je ne les publie pas. Après donc, c'est très particulier. Comment on se lance dans quelque chose. Alors, c'est compliqué parce que ça avance
mais je ne sais pas vers où ça va en fait. Alors c'est déjà 1 heure, peut-être je pourrais m'arrêter maintenant. Autrement, je ferai un peu dans le forçage. Je n'en ai pas tellement envie. La nourriture, qui est une chose essentielle, je n'ai rien contre le fait de s'alimenter. Je suis heureux finalement de donner sépulture à ces légumes, à ces êtres qui furent autrefois vivants. Oui, un végétal c'est aussi un être. Et donc, voilà. Donc je suis un peu le cimetière de ce qui fut autrefois bien vivant et bien en force. Et ce sont là les gestes essentiels, les gestes premiers, les gestes qui permettent de tenir encore un jour, de prolonger peut-être l'agonie, peut-être le malaise, peut-être autre chose. On prolonge. On ne sait pas pourquoi l'on prolonge, mais on prolonge. On a recours à toutes sortes de modération, à toutes sortes de subterfuges. Oui, j'ai encore une tâche à accomplir. Je n'ai pas encore fini ceci ou cela. Je dois transmettre quelque chose à quelqu'un. Oui, j'ai une chose que je dois terminer. C'est comme ça qu'on rallonge le moment de la prise de décision. La décision qui devrait être privilégiée surtout, être prioritaire surtout, priorité à la disparition d'une certaine façon, à l'effacement. Ce n'est pas très tentant, c'est là où il y a le problème. C'est là où il y a le problème parce que la tentation du vide ne veut pas dire suicide. Le suicide est un échec, est une sorte d'impasse. Ça n'offre rien, ça ne répond à rien. Le mystère de la vie est une chose qu'il faut chercher pendant qu'on est vivant. On ne peut pas le chercher après. A priori, c'est pas, ça se passe pas comme ça. Il n'y a plus de question. Il n'y a plus de possibilité de poser, de se mettre à questionner quiconque une fois mort. Peut-être que oui. Peut-être que oui. Après tout, l'impossible n'est pas de ce monde. Mais, jusqu'à preuve du contraire, comme dirait quelqu'un, continue à faire comme d'habitude. Je fais comme j'ai fait auparavant. Donc, vivons parce que c'est la seule chose que je peux faire. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'autre façon d'exister que celle de rester là, à tenir un discours. En cet instant, puis tout à l'heure, peut-être passer à un autre type de discours. Toujours dans l'espoir qui s'éloigne peut-être un peu, dans l'espoir un peu, peut-être un peu illusoire, d'aboutir peut-être à une sorte d'ultimité dans l'énonciation. Côté terminal, une fois que tout est mis à sa place, tout est bien rendu à sa dimension, que une fois qu'on aurait rétabli l'ordre
dans le monde, on aurait rendu leur fonction aux choses. Une fois qu'on aurait réparé les dysfonctionnements, ce qui a finalement perdu qui a perdu quelque chose de sa corporeité, redonner leur dimension aux rêves, redonner leur place aux choses traversantes, aux choses passantes, aux choses légères, aux choses qui n'ont de réalité que celle d'être dans une sorte d'aérianité. Ça n'a pas de poids, ça n'a pas de densité, c'est presque immatériel. Oui, rendre leur immatérialité aux choses. Voici donc comment l'on peut échouer. C'est quelque chose qui est intégré dans les diverses hypothèses. On peut échouer ou sentir que ce n'est pas le terme échouer qui convient. Il y a une sorte de décalage entre ce que l'on a envie d'incarner et ce qui se présente dans la réalité. Il n'y a pas eu la rencontre entre moi et la proposition. Mais peu m'importe. J'ai pu finalement être un peu dans une sorte de dispersion. Moi, je crois à la dispersion. Je ne crois pas à la réunion ou à la réunification. Je crois au pouvoir de la dispersion, au pouvoir des choses qui se fragmentent, des choses qui ne sont pas dans l'intégration, les choses qui ne forment pas corps. Je suis pour l'incohérence comme d'une sorte d'état nécessaire. Il est nécessaire d'avoir de l'incohérence, d'avoir presque de l'infamiliarité. Il faut qu'il y ait de étranger dans les choses que l'on met en place, dans l'environnement que l'on installe. Il faut qu'il y ait de l'imprévu et il faut qu'il y ait un invité inattendu, un invité pas vraiment désiré. On est comme ça traversé, comme si l'on prenait finalement qu'on vivait sa vie privée au vu et au su de tout le monde. Ainsi, l'on se mettrait à recevoir des choses venant de tout le monde, choses très différentes. On s'était mis à table, on devait manger, on a préparé quelque chose, puis quelqu'un, en passant, va nous déposer un dessert ou une petite douceur. Nous, on avait tout, mais non. Donc il faut bien qu'on accepte, ça fait partie de la programmation, ça fait partie de l'ensemble de cette démarche. Nous devons accepter les commentaires, nous devons accepter peut-être les interférences de toutes sortes. Et quand il y a prise de parole, il faut aussi donc accepter les interférences de toutes sortes.
Cela doit être intégré, quand ce n'est pas possible de l'intégrer, il doit quand même avoir droit à exister. Et après, la vérité, elle n'est pas, elle s'incarne pas dans un propos, elle est finalement, elle est multidimensionnelle, elle est partout, dans tous les propos et dans toutes les paroles que l'on pourrait tenir et dans toutes les choses que l'on construit. Chaque chose raconte une partie du récit du monde, une partie de la création du monde, une partie de la vie du monde, une partie du destin du monde. Chaque fois, c'est une partie, c'est une composante essentielle. Sans ces choses peut-être un peu disparates, il n'y aurait pas le monde tel qu'on le connaît. Quand on avance un peu dans l'espace, on peut tomber sur des choses que l'on n'avait jamais vues auparavant. Mais ces choses-là, elles sont à leur place. On pourrait les déplacer, quelquefois cela s'intègre, quelquefois ça ne s'intègre pas, quelquefois ça déséquilibre un milieu, mais quelquefois ça peut produire une sorte d'interaction harmonieuse. Il n'y a pas de lutte forcenée, il n'y a pas de guerre. Mais voilà, il y a tout est possible, mais il faut intégrer le monde le monde de cette parole, le monde des extensions verbales ou des extensions sémantiques. Il faut finalement tout accepter et tout il n'y a rien à enlever. Voilà, c'est une donnée comme ça contre laquelle d'ailleurs on ne peut rien faire. On ne va pas faire un montage, on ne va pas faire. Donc je continue pour ne rien dire presque cette manière avec laquelle je n'ai pas réussi à rompre, cette manière de dire une chose et puis finalement de la relativiser dans le même élan. Ça ne veut rien dire. Non, j'y crois pas. Il ne faut pas que je continue de dire ça ne veut rien dire. Ça veut dire quelque chose. Tout a un sens et si moi j'ai pas accès à ce sens, c'est parce que je n'ai pas les moyens d'y accéder. Mais cela a un sens. Peut-être quelqu'un d'autre pourra y accéder. Mais moi, peut-être en cet instant, je suis obligé de reconnaître mon impuissance. Mais je ne veux pas dire que cela n'a pas de sens. Tout a un sens de façon quelque part physique, de façon mathématique, de façon expérimentale, de façon vraiment de façon incontestable. Je ne conteste pas. Je ne dois pas contester. Ma parole ne doit pas être contestée, ne doit pas être détruite. Au fur et à mesure que je la construis, je ne veux pas m'y attaquer pour respecter le principe de précaution, le principe d'une sorte de relativisme, intellectuel ou relativisme. J'ai pas finalement à obéir à cette loi, à ces dictates-là, à ces manières de faire. En tout cas, simplement, j'ai passé un instant dans lequel je n'étais pas entièrement loin de là, mais j'ai pris le risque. J'ai pris le risque sans l'avoir calculé. Bon, je suis devant un objet qui est ce qu'il est. Je suis un peu interloqué, un peu, je sais pas. C'est cet objet bizarre et finalement, je dois aimer cette bizarrerie, cette chose qui ne correspond peut-être à rien. Ben, elle est mienne.
et j'en assume la paternité et j'en assume toutes les implications. Après, finalement, j'ai pas échoué à énoncer. J'ai échoué pour l'instant, ce n'est que provisoire. J'ai échoué à être dans le vide, à faire le vide, à tout enlever. C'est un travail complexe, c'est un travail qui n'est pas accessible comme ça. Il faut y travailler, il faut même pouvoir le mériter. Se défaire pour rester d'une certaine façon le plus léger possible, le moins lourd et le moins alourdi par des choses sans réelle importance. Il y a des choses qui ne sont pas déterminantes, qui ne sont pas essentielles, et pourtant on les garde avec nous. On s'était dit que ça allait être du provisoire. Mais finalement, comme on dit, c'est un provisoire qui s'éternise. Ça doit partir, ça doit dégager, comme on dit. Comme on dit de façon un peu imprécante, de façon un peu comme ça, dans laquelle il y a non, je n'ai pas à être dédaigneux, à hiérarchiser, simplement de façon comme ça, un peu, un peu trop manifeste. Simplement, je dois, c'est vrai que j'avais une certaine attirance pour les mots. Il y a un mot qui est venu, mais qui ne correspond à rien dans le corps de ce texte, et le mot obséquieux. Et c'est une réalité. J'ai finalement analysé, ou j'ai la réalité de quelqu'un à partir de ce concept, et certainement, j'ai mal fait. Évidemment, j'ai réduit la réalité d'un être tout entier à un seul concept. Ce fut une erreur, une de mes nombreuses erreurs fatales. C'est des erreurs qui m'ennuient profondément. C'est d'avoir cru que l'on pouvait déterminer qui pouvait être choisi et qui devait être rejeté. Or, on n'a pas ce pouvoir. On ne doit pas finalement aborder le monde de cette façon. Ou alors, il faut s'appliquer cette façon de faire à soi-même d'abord. Comment, d'ailleurs, tout en constatant que cela est impossible. Qu'est-ce qu'il y a à rejeter en soi? Qu'est-ce qu'il y a à garder? On ne sait pas. On est une sorte d'éléments composés de toutes sortes de choses, un peu difficile à faire correspondre, à faire tenir dans le même espace. Et pourtant, on arrive finalement à vivre, ou alors à tenter de vivre malgré ces forces qui ne s'attirent pas, mais qui sont dans une sorte de rapport d'arrachement, et voilà, on est au milieu de ces conflits qui durent depuis
puis. Donc, il y a encore, alors je commence à me défaire de mes lourdeurs de digestion. C'est vrai que je pourrais arrêter, et je pourrais venir frapper à une porte. Et simplement, je demande, puisque j'ai fait toujours comme ça. Ou alors je ne demande pas, puisque je veux faire différemment. Je ne frappe pas à la porte, je viens défoncer cette porte. Je rentre dans un espace sans finalement avoir une idée de ce que je pourrais trouver. J'ai accès à un espace et cet espace m'accueille ou cet espace me rejette ou c'est moi qui le rejette, peu importe. Il y a là des choses. Pourquoi je quitte un espace contraint, un espace pour aller dans un autre espace lui aussi fermé. Pourquoi j'irai pas vers les espaces ouverts? Ainsi je pourrais posséder des milliers et de milliers de kilomètres carrés. J'aurai les kilomètres carrés que je pourrais parcourir, comme dans ces histoires, voilà, que je récupère un élément, la course dans ce film, la course des chariots, et celui qui arrive le premier peut se déclarer propriétaire d'un terrain. Alors évidemment, voilà, celui qui arrive peut choisir son terrain, celui qui arrive en premier peut avoir droit au choix le plus intéressant, et après ça décroît. En tout cas, voilà, donc j'ai l'espace que je pourrais posséder avec mes yeux, c'est mon espace. Et je peux en changer continuellement. J'ai pas besoin de m'installer, de me fixer quelque part. J'ai pas demandé des autorisations pour bâtir un quelconque foyer. Je n'ai pas de foyer. D'ailleurs, ce n'est pas intéressant d'en avoir. Le foyer, c'est là où finalement c'est là où il y aurait un mur, le seul vestige qui reste d'une demeure. Je demande rien d'autre, je m'appuierai contre ce mur qui me protégera peut-être du vent ou de la pluie ou quelque chose comme ça. Oui, mais mon royaume, finalement, pour un mur, un seul mur. Voilà une image qui ne me quitte pas. Un mur, j'appartiens à un mur, et ce mur, il continue de me rendre visite de temps en temps. Et je me sens réchauffé, je me sens finalement tenu par ce mur. Je lui confie un mur auquel j'ai confié ma vie, c'est un mur qui aurait pu finalement me trahir et m'ensevelir, mais il ne l'a jamais fait. C'est un mur ami, c'est un mur allié, c'est un mur qui mérite que l'on continue de le louer même après sa disparition, après qu'il ait été désassemblé. Voici donc milliers et milliers de petites choses. Alors ce sont nos petites et grandes voix qui s'expriment. Nous sommes faits de petits événements, de micro-événements et d'événements que l'on voudrait croire grands, fondamentaux, des événements fondateurs. Oui, j'ai participé à la naissance d'une chose qui a compté, qui compte encore.
C'est vrai, quand je veux me priver du terme mot, je vois que ça me coûte. Mais j'avais décidé cela, alors je ne sais pas si je vais rester fidèle à ma décision. En tout cas, ce voyage qui se fait en ce moment, non pas un pèlerinage, non pas euh, quelque chose que l'on ferait en vue d'atteindre un but précis, d'aller prier sur la tombe d'un être de valeur. Non, il s'agit finalement d'arriver quelque part pour repartir dans l'autre sens. Il s'agit de continuer à voyager. Tout arrêt signifierait la mort, signifierait la fin. Condamné à rester en mouvement, à rester dans une sorte d'exploration. Je dois toujours avoir les yeux ouverts sur les multiples dimensions de la réalité environnante. Je dois lire tout ce qui est déchiffré, tout ce qu'il y a devant moi. Et même si je dois quelquefois le faire de façon sommaire, je ne dois pas m'arrêter. Je suis pressé par la nécessité de ne pas trop m'attarder. Il y a toujours l'impression que finalement mon ennemi, mon prédateur, est à ma suite. Il n'est jamais très très loin, alors je dois garder la distance entre nous, la bonne distance. Moi j'avance, lui, il vient derrière moi. Il n'arrive jamais à m'attraper. Apparemment, peut-être que ça lui plaît de me mettre la pression, de toujours me forcer à avancer. Ça lui plaît de finalement de me faire un peu souffrir en quelque sorte. Ouais, j'ai introduit un élément qui détruit un peu le paysage sonore précédent, mais peu importe. C'est voilà donc quelque chose. Alors quelque chose ne devient pas un lieu de signification, mais devient un paysage sonore. Alors avec les consonnes qui lui correspondent, enfin qui l'identifient, avec les voyelles, etc. Avec les, les, les choses que l'on met côte à côte. Chaque fois, il y a une nouvelle organisation, chaque fois, il y a déplacement. Et donc, ce n'est pas le même, c'est jamais le même environnement sonore. Donc, c'est ça qui compte. En fin de compte, ça pourrait être finalement la chose la plus finalement que l'on désirerait le plus, c'est d'arriver. Donc les mots n'auraient plus de sens. C'est uniquement le bruit qu'ils font, uniquement la réverbération qu'ils créent, les différents les secousses qu'ils provoquent dans le tissu de la réalité de voilà de la réalité de
Après ce petit sursaut, là c'est le retour de nouveau de l'assouplissement, le retour d'une sorte de d'essoufflement, d'effondrement. C'est comme ça que ça se passe. Euh, c'est vrai, ça passe par des hauts et des bas, mais on sait qu'à un moment, c'est la fin un peu. On peut toujours se relancer, mais on sent que c'est la fin. Il n'y a plus grand-chose à attendre. Donc je termine ce propos-là, cette construction sonore et moétale, je la termine maintenant, je la clôt. Après, ce n'est pas un problème très important. C'est comme il n'y a pas de but précis, comme il y a juste une sorte de vagabondage, là je reprends ce terme, un vagabondage, une sorte de quête sans objet. Après, c'était intéressant, ça reste toujours intéressant de travailler sur la tentation du vide, à tous les sens du terme. Ça laisse toujours, ça laisse songeur, ça laisse un peu comme si ça nous plongeait dans une sorte de réflexion intérieure. C'est quoi la tentation du vide? Qu'est-ce qui nous attire dans le vide? Pourquoi nous sommes si prêts à basculer dans le vide? Comme si on avait une appétence pour le vide. Pourtant, donc c'est juste qu'on se retient. Ce n'est pas la peur qui nous empêche de basculer. Ce n'est pas la peur qui nous retient. C'est juste parce qu'on laisse passer le moment. Et dans le rythme de l'exécution que tout se passe, on prend, dès qu'on a ce sentiment, on se met un peu en mode ralenti. Ce ralentissement empêche la commission de l'irréparable, empêche d'aller rejoindre son créateur dans une sorte de jonction finale, d'aller finalement rejoindre, d'aller mélanger sa matière à celle d'une sorte de concréité qu'il a. On l'appelle la terre, une sorte de mélange des matières et des fluides avec cette chose que je ne sais comment nommer. Simplement, il y a des choses que l'on pourrait dire, puis il y a des choses qu'on hésite à dire, puis il y a des choses qu'on dit, puis après qu'on voudrait retirer. C'est ainsi dans le rapport au vide, on n'est pas sûr de vouloir y aller. Tant qu'on n'est pas sûr, tant qu'on n'est pas réellement décidé et convaincu de la chose, alors
on n'y va pas. On reporte un peu. Mais la tentation reste là. C'est une tentation qu'on met de côté, que l'on garde auprès de soi. Ça ne s'oublie pas. C'est une sorte de promesse qu'on sait qu'on va tenir, qu'on va respecter. Je me suis promis d'appartenir au vide. Je respecterai cette promesse-là. Le jour venu, je ne me déroberai pas à mon devoir. Ainsi comme l'on peut, avec des mots comme ça énormes, avec comme une sorte de déclaration d'intention, comme une profession de foi. Après tout, quoi qu'on dise, on appartient au vide et encore, il y a toujours des doutes et des questions sur la nature même du vide. Quand on sait que le vide n'en est pas un, etc., etc. La tentation de quelque chose qui ne serait pas le vide finalement, qui serait un état différent, d'être autre chose que ce que l'on a été pendant longtemps. Il y a une volonté de rompre, il y a une volonté de casser, net, les liens qui vous relient, les attaches que vous avez entretenues avec tel ou tel élément de votre vie. Il faut trancher comme on tranche le nœud gordien, comme on tranche toutes sortes de liens. Il faut trancher ce lien-là aussi. Encore que c'est là toute la spécificité et toute la particularité de la chose. Il n'y a pas un mot qui serait dans le vrai. Tout est dans une sorte de dans une sorte de fictionnalité. C'est juste un propos qui pourrait cacher un autre. Voici, voilà. Donc les propos, même s'ils se suivent et ne se ressemblent pas, mais finalement, ils pourraient dire la même chose. Comme d'un message qui serait dit par des personnages différents, mais à chaque fois, ce serait le même message. Nous appartenons tous à un monde qui nous laisse pas, qui ne cesse de nous interroger. Alors c'est la forme de la question, la profondeur de la question, la récurrence de la question, le rapport qu'on a à la question, c'est ça qui change. Mais on reste toujours des questionneurs, on reste toujours des interrogateurs ou des interrogeants. Donc, quelque part, il y a comme une sorte de d'état dont on ne peut se défaire. J'ai là des choses devant moi, je ne peux les avoir, je ne peux interagir avec elles sans me poser des questions sur leur nature, leur fonction, finalement ce qu'ils vont me faire et ce que je vais devoir finalement ce que je vais devoir que je vais devoir
non pas en faire, mais ce par quoi je vais pouvoir non pas les rembourser, mais il y a toujours une obligation de l'obligation de rétribuer. J'obtiens ça, mais en échange, je dois donner quelque chose. Alors, quelle est la nature des choses que l'on donne pour paiement de notre dette à la vie, à toutes ces choses? Finalement, je ne sais même pas comment formuler cela, mais ce n'est pas important. Alors, j'ai fait quelque chose, je m'arrête de dire ce que j'ai fait, je l'ai dit suffisamment, je m'arrête et je clôt sur le champ cette prise